Ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour votre information, le webinaire va être enregistré, si évidemment ça convient à tout le monde, de manière à ce que les personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui puissent quand même visionner le contenu de nos échanges. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 C'est chouette d'avoir des vrais bonjours qui sonnent et pas seulement des bonjours dans le chat. Ça fait plaisir. On attend encore une toute petite minute et puis on démarre après parce que le but, c'est pas forcément dans cette présentation de tenir 1 heure pile comme on l'a dit. C'est un horaire indicatif. C'est surtout une fois qu'on vous aura présenté et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et le parcours, c'est qu'on puisse répondre à vos questions. Certains d'entre vous se sont déjà inscrits au parcours Nord ou au parcours Sud dont on va parler aujourd'hui. Mais d'autres n'ont peut-être aucune vision de ce que c'est que l'EFC et il faut que ce que l'on va dire aujourd'hui puisse convenir à tout le monde. Donc, en fin de présentation, n'hésitez pas, ou même en cours dans le chat, à poser toutes les questions. De toute façon, on les reprendra toutes à un moment donné pour vous répondre. Allez, on démarre? Bonjour. Go. Bonjour. Bonjour. Hervé. Bienvenue. Merci. Bonjour. Donc, je vais passer sur la présentation du slide qui va être un peu notre fil rouge, enfin fil bleu, vu la charte graphique des slides tout au long de cette présentation. Hop. Ah oui, d'accord. Moi, c'est parfait. Parce qu'en fait, tu l'as jamais ouvert. Vous voyez bien? Pas encore. Oui. Oui. Ça y est, ouais, c'est bon. Là, c'est bien. Super. Oui. Voilà. Moi, par contre, je ne vous vois plus, comme d'habitude. Donc, si jamais il y avait une urgence à arrêter la présentation parce que vous avez une question qu'il faut absolument traiter tout de suite, n'hésitez pas à faire signe ou à mettre quelque chose dans le chat et les collègues regarderont et me signaleront les questions. Bienvenue à tous. Oui. Pardon, Oui. Aline, avant que tu démarres, peut-être que tout le monde puisse éteindre bien son micro de manière à ce qu'on n'ait pas de bruit parasite, s'il vous plaît. Voilà. Sinon, je le ferai. Je crois que je peux le faire. Super. Ben, je te laisse. Tu es la maîtresse des micros alors. Eben. Bienvenue à tous dans ce webinaire du 16 septembre 2022. On va parler aujourd'hui avec APESA et avec la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine, d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Pourquoi on va vous en parler? Parce que ce nouveau modèle économique, ce modèle économique finalement assez innovant, encore émergent en France, fait l'objet en Nouvelle-Aquitaine d'une feuille de route qui a été co-construite et qui est cofinancée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, sur la base d'un travail de longue haleine qui est réalisé depuis des années par l'ADEME France, pour comprendre comment ce nouveau modèle économique peut venir finalement questionner la manière dont on gère nos structures, nos entreprises aujourd'hui et comment ce nouveau modèle économique peut nous amener à intégrer davantage à l'avenir dans nos fonctionnements des sujets comme les contraintes environnementales, le mieux-être social, le mieux-être sociétal et évidemment toujours la profitabilité et la rentabilité de nos modèles.
Alors avant de vous donner finalement cette définition de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, avant d'en parler, je voudrais vous dire que le parcours qu'on va vous présenter en fin de webinaire, qui dure 4 jours et qui est l'objet de votre présence au webinaire, il a déjà été expérimenté une première fois l'an dernier par l'ADI et la CRES, Nouvelle-Aquitaine, à destination à cette époque-là uniquement des entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et il a suffisamment bien marché pour qu'on se dise que ce serait dommage de ne pas le reconduire et de le proposer, mais en l'élargissant à tous les acteurs de la vie économique, de manière à ce que cette année, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs de l'économie traditionnelle se rencontrent pour parler ensemble économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors peut-être, Mélanie, tu pourrais nous présenter, on va faire un tout petit tour de table, mais ce que c'est que la CRES, pour ceux qui, dans le webinaire, ne connaissent pas la CRES, et pourquoi finalement, pour vous, CRES, c'est important de savoir parler d'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mélanie Tullier-Fourneau, je suis co-directrice de la CRES Nouvelle-Aquitaine. J'ai quelques collègues d'ailleurs, je vois, qui sont là aussi, notamment les animateurs et animatrices territoriaux. Alors, la CRES, qu'est-ce que c'est? C'est l'Assemblée régionale des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des actrices, pardon, de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est ce qu'on appelle une tête de réseau, hein. On regroupe l'ensemble des familles de l'ESS et on a aussi dans ces familles, donc associations, coopératives, mutuelles, sociétés commerciales de l'ESS, et puis dynamique territoriale. On a aussi du coup une représentation de ces acteurs à l'échelle des territoires. Donc voilà, on a différentes missions, mais je ne vais pas le rentrer peut-être dans le détail là. En tout cas, nous, l'enjeu pour nous, ce qui a fait qu'on a travaillé ce parcours avec ADI et puis Romain Allais de APESA qui se présentera tout à l'heure, c'est que du coup, la slide qui est apparente, elle est très, pour moi, très significative. On est vraiment, nous, dans notre démarche, notre projet politique tourne autour de l'accompagnement au développement de nos structures, mais avec les lunettes de la redirection écologique. Donc, comment on repense son modèle. Et puis, nous, les enjeux de coopération, c'est quand même ceux qui nous animent de fait par nos valeurs et nos principes de base. Et on a des exemples, en tout cas, dans l'économie sociale et solidaire qui reflètent vraiment ce qu'on entend par économie de la fonctionnalité. Je vais parler pour les Bordelais de Cities, par exemple, qui est un bon exemple d'usage, enfin de vente d'usage plutôt que de vente de produits. Donc, pour nous, un enjeu important pour que les structures de l'ESS requestionnent leur modèle et leur stratégie de développement. Merci beaucoup, Voilà, Mélanie. Merci infiniment. Effectivement, tu as raison de le dire. Autour de la table, donc on a l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine, ADI, qu'on va très très rapidement aussi on va vous dire 2 mots de qui on est tout à l'heure. Et puis on a aussi APESA, représenté par Romain Allais, qui est aussi autour de la table et qui va tout à l'heure vous présenter ce que c'est que l'APESA. Et surtout, il prendra la main pour vous expliquer quel va être le contenu de ce parcours, quelles sont les intentions de ce parcours, à quoi vous allez aboutir si vous vous inscrivez dans le parcours, puisque c'est lui qui va animer, aux côtés d'ADI et de la CRES, qui va animer les contenus des 4 jours pour le parcours Nord et pour le parcours Sud. Donc, on va peut-être, Romain, tu peux juste nous dire ce que c'est qu'APESA et puis ensuite, on reviendra avec toi sur le contenu du parcours. Oui, complètement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Romain Allais, moi je suis ingénieur de recherche à l'APESA, qui est une association labellisée Centre de ressources technologiques par le ministère de la Recherche. C'est-à-dire qu'on a une part de conseil où on va agir sur les achats responsables, accompagnement éco-innovation, éco-conception, méthanisation, enfin plein de diverses façons d'accompagner, divers moyens d'accompagner les transitions. Et d'un autre côté, on a une activité de recherche qui est assez importante. On a une équipe d'une dizaine de chercheurs avec beaucoup de disciplines différentes, économie, géographie humaine. On est plusieurs sur la partie plutôt sciences de la conception. Et plus spécifiquement sur l'économie de fonctionnalité, donc on a pu accompagner sur le projet Eurecook, le groupe SEB, sur une réflexion autour d'une évolution partielle de son modèle d'affaires.
Et on a pu faire à la fois la partie analyse socio-économique, ce que ça allait impliquer en termes de création d'emplois, et faire des préconisations à la fois sur les produits, sur les systèmes logistiques, enfin tout ce qui vient autour du changement de modèle. Donc ce sont des éléments sur les changements de modèle, et particulièrement l'économie de fonctionnalité et de la coopération, qui impliquent tous les éléments de l'entreprise, de l'organisation, et qui nécessitent donc une réflexion stratégique. Et ce sera bien le cœur du sujet du parcours court qu'on va vous proposer. Puis on reviendra là-dessus un peu plus précisément. Tout à fait. Mais merci beaucoup Romain pour ce début. Autour de la table aussi pour représenter ADI, alors pas mal de collègues que j'ai entreaperçus dans les inscrits. Merci à vous de votre présence. Et aussi Eben, Amès et moi-même qui pilotons l'organisation de ce parcours de 4 jours. Eben parce elle travaille avec les entreprises de l'ESS au sein de ADI Nouvelle-Aquitaine et moi-même qui accompagne plutôt les entreprises de l'économie traditionnelle. Et c'est finalement un public qu'on cherche qui sera au carrefour entre les deux univers et qui viendra se rencontrer à partir d'octobre dans nos 2 parcours. Alors, finalement, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, certains d'entre vous en ont sans doute tout à fait déjà entendu parler, d'autres pas du tout. Et puis il y a au milieu, voilà, des gens qui se disent: «Ça a l'air bien, mais je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est, quelque chose de réellement fondateur?» Alors, nous, on avait envie de commencer par vous présenter la définition toute bête de l'ADEME, qui est la définition officielle de l'économie de la fonctionnalité, dans laquelle il y a tout, mais qui mérite après quelques explications. Pourquoi l'ADEME? Parce que finalement, ce modèle économique de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il fait partie des 7 piliers de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il a, quand on le met en œuvre dans les entreprises, il a une vraie vertu de prise en compte des enjeux environnementaux. Et c'est à ce titre que l'ADEME, depuis des années, travaille sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité dans toutes les régions de France et que dès qu'elle le peut, elle travaille avec la région le conseil régional de la région en question et puis la direction régionale de l'ADEME en question et d'autres acteurs comme par exemple ADI en Nouvelle-Aquitaine pour diffuser ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et proposer à des entreprises qui se questionnent finalement sur les limites de leur modèle économique actuel, leur proposer de réfléchir à comment elles peuvent utiliser finalement ce nouveau modèle pour pérenniser leur activité tout en finalement consommant moins de ressources naturelles dans une perspective d'économie circulaire, tout en accroissant le bien-être des personnes, je reprends la définition de l'ADEME, et tout en maintenant un développement économique satisfaisant pour l'entreprise et même pour ses actionnaires. Donc finalement, l'économie de la fonctionnalité, ça consiste, si on regarde cette définition-là, à vendre la performance d'usage d'un produit ou d'un service et plus seulement ce produit ou ce service. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Là, je vous ai remis le schéma des 7 piliers de l'économie circulaire de l'ADEME pour vous montrer que à droite, dans le rond jaune, vous avez bien l'économie de la fonctionnalité qui est présente au sein de cette économie circulaire, au même titre que d'autres choses dont vous avez certainement entendu parler, comme le réemploi des produits, la réparation, la réutilisation, l'éco-conception, le recyclage. Tout ça fait partie finalement d'actions que l'on peut mener au sein de son entreprise pour prendre en compte des enjeux environnementaux. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? C'est l'idée de fonder finalement un nouveau type d'offre dans son entreprise. Alors, je vais parler d'entreprise, même si je sais que pour certains d'entre vous n'êtes pas, vous êtes plutôt des associations, mais je vais parler d'entreprise au sens large, hein. Donc finalement, le but de l'EFC, c'est d'aboutir au bout du chemin à un nouveau type d'offre, à une nouvelle dynamique de coopération entre soi et ses clients, entre soi et ses partenaires et même au sein d'une entreprise, entre les salariés, d'aboutir à une dynamique de développement qui est plus bénéfique parce qu'elle repose sur une meilleure valorisation des compétences et des savoir-faire de votre entreprise et d'intégrer dans cette nouvelle dynamique de développement des enjeux environnementaux et sociaux qu'on n'intègre pas forcément dans les modèles économiques actuels où on peut
c'est traditionnel, c'est depuis des dizaines d'années comme ça, où on peut être plus focalisé sur la rentabilité, la profitabilité du modèle. Si je vous donne un exemple finalement d'une entreprise qui s'est orientée vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que c'est plus parlant avec des exemples, je peux vous citer l'entreprise Areco qui fabriquait jusqu'à ce qu'elle verse vers l'EFC, qui fabriquait donc des vitrines réfrigérantes pour les fruits et les légumes des grandes enseignes de supermarchés, qui s'est rendu compte que dans son domaine, elle avait des concurrents qui basaient beaucoup leur agressivité concurrentielle sur le prix, la baisse des prix, ce qui faisait que Areco se disait moi je vais avoir un souci parce qu'à force de baisser mes prix de vente et de ne pas pouvoir baisser mes prix de revient, je vais finir par manger ma marge et je vais finir par ne plus être compétitif vis-à-vis de mes concurrents auprès de mes marchés. Et donc Areco s'est dit mais finalement à quoi servent mes nébuliseurs? À quoi servent mes vitrines réfrigérantes? Elles servent à mieux valoriser les produits frais dans les enseignes. Elles servent à maintenir les produits en bon état plus longtemps dans les vitrines. Elles servent à aider les personnes à mieux manger puisqu'elles achètent des produits de meilleure qualité parce qu'ils ont été mieux conservés. Et elle sert à lutter contre le gaspillage alimentaire puisque quand je fabrique des vitrines, mon but, c'est de faire que mes vitrines permettent de jeter le moins de produits possible à la fin de la journée quand on est l'enseigne de supermarché. Mais pour aboutir à cet ensemble de bénéfices pour le client qui est le supermarché ou pour l'utilisateur final qui est nous, l'acheteur des fruits et des légumes, il a fallu que Areco se dise mais vendre ma vitrine, ça suffit pas en fait. Pour vendre tout ça, il faut que je reconçoive complètement mes nébuliseurs, mes vitrines réfrigérées et que je les reconçoive dans le but qu'elles rendent des services démultipliés à mes clients. Donc, ils ont lancé une démarche d'éco-conception de leur nébuliseur après avoir réalisé une analyse de cycle de vie de leur vitrine de l'époque. Et ils ont reconçu les produits pour réduire les consommations d'énergie de leurs clients, pour faire des vitrines plus compactes de manière à ce qu'elles prennent moins de place dans les supermarchés, pour connecter leurs vitrines de manière à pouvoir faire de la maintenance prédictive des pannes possibles des vitrines et à faire finalement de la télésurveillance de l'état des vitrines en temps réel. Le but était aussi d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au rayon pour augmenter la performance globale du rayon et d'ajouter une phase de formation des personnels qui sont dans les enseignes pour qu'elles sachent utiliser au mieux et en préservant le mieux possible la qualité du matériel, l'ensemble des nébuliseurs. Et toute cette démarche a nécessité la mise en place de coopérations fortes entre eux et des prestataires ou des experts qui étaient dotés de compétences que eux n'avaient pas. Ça a nécessité aussi une coopération forte avec le client en tant que partie prenante pour travailler sur mais quels sont vos vrais enjeux à vous, monsieur le client, quand vous achetez nos vitrines. Vos enjeux, c'est pas seulement de montrer des fruits et des légumes, c'est aussi de les vendre, de les conserver dans le temps. Enfin, voilà. Et finalement, tout ça a fait que grâce à l'éco-conception du produit, ils ont aussi touché du doigt la prise en compte d'enjeux environnementaux puisque leurs vitrines durent plus longtemps, sont mieux entretenues, plus facilement réparables et en plus maintiennent en bon état plus longtemps les fruits et les légumes qui sont dedans. Donc voilà un exemple d'une entreprise qui avant vendait juste une vitrine et qui derrière s'est mise à vendre tout un cortège d'avantages, de ce qu'on va appeler des effets utiles de la présence de sa vitrine dans les magasins. Et je peux compléter, s'il te plaît, Aline, parce que Bien sûr, j'ai eu un échange cet été avec la directrice marketing de la société. oui. Et il lance ce mois-ci une expérimentation avec une Biocoop qui est près de chez eux pour une nouvelle contractualisation, une nouvelle offre de rémunération sur la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, on en saura un peu plus dans les mois qui viennent. Ce qui veut dire que, alors ça, c'est vraiment un effet de l'EFC quand on arrive au bout du chemin. Pierre-Gilles, merci beaucoup de ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, quand on commence à vendre l'usage d'un bien ou la performance d'usage d'un bien plutôt que le bien lui-même, quand on vend son impact finalement plutôt que le bien lui-même, on est obligé de changer la manière qu'on a de contractualiser
avec son client et on est obligé de changer aussi l'unité de vente. On n'est plus sur de la vente d'un volume, on n'est plus forcément sur la vente d'un poids, on va être sur la vente d'une fonctionnalité. Et là, comment donner un prix à une fonctionnalité par rapport à avant? Quand vous vendez un compresseur d'air, vous vendez un compresseur d'air. Si vous vendez une qualité d'air en juste à temps à l'industriel qui vous a acheté le compresseur d'air, c'est cette qualité d'air que vous allez devoir monétariser et plus seulement le compresseur d'air dont vous allez peut-être garder la propriété. Donc, il y a des vrais changements à implémenter dans un modèle économique quand on se lance dans la vente d'une performance d'usage. Mais quels sont finalement les bénéfices de ce pas de côté auquel on vous propose de réfléchir avec nous? C'est que en tant que structure porteuse d'un modèle économique, vous pouvez dépasser des limites qu'on rencontre aujourd'hui, et alors encore plus depuis la crise énergétique, la crise Covid, la crise ukrainienne. C'est des matières premières qui sont plus rares, plus chères ou plus longues à venir quand on veut s'approvisionner. Ce sont des marchés saturés. Sur beaucoup de marchés, c'est le cas. On est en lutte avec des concurrents qui finalement ne se battent plus que sur le prix et avec qui ça devient compliqué finalement de se battre à cause de ça. C'est des services non valorisés. Il y a énormément de sociétés qui disent finalement, entre ce que je mets sur ma facture, ce que j'écris sur la facture et ce que je fais réellement pour mes clients, il y a une marge énorme. Il y a plein de choses que je fais pour eux avant, pendant et après la livraison de mon produit et de mon service que je ne valorise pas, que je ne vends pas. Et le client ne se rend même pas compte que je le fais pour lui. Mais moi, c'est des choses que je fais qui correspondent à des compétences chez moi, qui correspondent à des moyens que je me donne pour les faire. Comment je peux faire demain pour mieux valoriser ces services qui aujourd'hui sont, entre guillemets, invisibles pour mon client? Donc ça permet l'EFC peut permettre de se démarquer de ses concurrents, mais sans baisser ses marges parce qu'on va trouver une autre manière de monétiser l'offre. Alors ça se fait pas comme ça, hein, il faut y réfléchir un moment et il faut lancer des premières expérimentations avec 1, 2, 3 clients avec qui on a confiance pour pouvoir aboutir à quelque chose qui se tient dans la durée. Et effectivement, l'autre bénéfice, c'est qu'en travaillant en confiance avec des clients, on ancre la relation à ces clients dans la durée puisque on répond tellement mieux à leurs attentes, y compris aux attentes qu'ils n'avaient jamais exprimées, que finalement ils se disent: «Mais pourquoi on changerait pour quelqu'un qui nous ferait revenir dans un modèle économique plus classique où il nous vendrait simplement un bien ou un service, mais pas ce que ça nous apporte d'utile?» On peut construire finalement un nouveau modèle d'affaires qui réintègre les effets utiles de l'offre que l'on avait. Je vais vous donner un exemple juste après d'une entreprise qui fait de l'entretien d'espaces verts et qui a notamment des contrats avec la SNCF. Et vous verrez que cette entreprise a su faire ça. C'est-à-dire, elle est passée de je vends des heures de tonte et d'élagage de bord de voie SNCF à je vends un service qui permet à la SNCF de réduire le nombre d'incidents sur les voies. Je vais vous expliquer comment tout de suite après. Il y a un autre aspect très important quand on pivote vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et je trouve qu'aujourd'hui, on entend beaucoup d'entreprises pour qui ça fait écho. C'est qu'on peut restaurer d'une certaine manière l'attractivité RH de l'entreprise. Quand on sait expliquer à tous les salariés que quand on déroule son offre vers des clients, c'est une offre qui sert à ci, à ça, qui a des effets utiles, qui permet d'impacter de telle ou telle manière le devenir du client ou le bien-être d'un certain nombre de populations, d'univers dans la communauté autour de l'entreprise. Quelque part, les missions que l'on exerce au sein de cette entreprise, elles reprennent du sens. Elles redonnent de la motivation. Elles permettent de se dire, finalement, quand je viens dans cette entreprise, quand je suis à Réco, je ne fais pas que vendre ou fabriquer ou marketer des vitrines réfrigérées. Je contribue à quelque chose de plus grand que ça.
Et ça me donne envie de revenir dans cette entreprise-là ou même d'y rentrer si jamais je suis en phase de recrutement. Et puis, il y a l'aspect environnemental de l'activité et de celle des clients qui est importante aussi évidemment à souligner. Alors, si je vous donne l'exemple de Solève pour illustrer ce qu'on vient de se dire, et Pierre-Gilles, n'hésite pas à donner d'autres exemples aussi, parce que Pierre-Gilles, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi un autre expert EFC de ADI Nouvelle-Aquitaine. Solève, c'était à la base une société qui entretenait les espaces verts de grandes infrastructures, qui réhabilitait des sites dégradés, qui créait aussi des espaces verts et qui avait des contrats avec la SNCF pour des tronçons de voies. Alors, c'est des tronçons de 100 km, 50 km. Alors, la SNCF a plein de partenaires comme ça à qui elle fait entretenir les voies. Et Solève faisait partie de ces sociétés-là qui, tous les ans, répondaient à des appels d'offres SNCF et tous les ans voyaient les appels d'offres SNCF se concentrer sur le prix. Mais le prix, c'était, je veux vous voir facturer, je veux que vous débroussaillez chaque année tant de mètres carrés et je vous facturerai au mètre carré et au nombre d'arbres abattus sur le long des voies. Et Solève, le patron de Solève, s'est dit: «Mais je vais juste pas m'en sortir. D'abord, je n'arrive plus à recruter de collaborateurs parce que c'est un travail qui peut être pénible et je leur dis de faire ce travail sans leur expliquer vraiment à quoi ça sert». Donc j'ai un souci par rapport à ça et j'ai vraiment du mal à mobiliser des collaborateurs qui soient engagés, qui soient ponctuels, qui aient envie de rester, qui aient envie de s'investir. Et puis au niveau financier, je vais pas m'en sortir. Et finalement, il a mis un pied dans la porte en disant à la SNCF: «Mais à quoi ça vous sert, ce que je fais? Si on fait un pas de côté, ce fameux pas de côté, si on chausse les lunettes de l'usage, des effets utiles de ce que je fais, à quoi ça vous sert?» Et à force d'un dialogue qui s'est établi dans la durée, il s'est rendu compte que enlever les arbres, enlever les broussailles qui sont sur le côté des voies, c'est éviter la présence de gibier, parce que le gibier est attiré par les arbres et les broussailles. Et si pas de gibier le long des voies, eh ben c'est moins de risque de collision entre les trains qui passent et le gibier. Et moins de risque de collision, c'est moins de risque alors de panne mécanique, bien sûr, mais aussi d'accident de personnes et de retard. Et tout le monde sait que la SNCF n'arrive pas toujours à être à l'heure. Donc et ça coûte très cher pour la SNCF d'arriver en retard sur un trajet parce que c'est du remboursement, c'est plein de choses après à mettre en œuvre quand un trajet de la SNCF ne respecte pas son horaire d'arrivée. Donc finalement, ils ont complètement transformé la relation entre Solève et la SNCF et ils ont réussi à trouver un modèle dans lequel Solève facture en partie son travail au nombre de collisions évitées et au nombre de minutes d'arrêt de train évitées. Donc, on n'est plus du tout sur le même modèle où on vendait du temps de débroussaillage au mètre carré. On est vraiment sur la vente du bénéfice ultime du travail de la personne qui maintient en ordre les espaces verts. C'est vraiment un exemple, je trouve, très parlant de ce qu'on peut faire en matière d'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc finalement, on va en arriver au parcours dans quelques minutes. Mais là, pour vous montrer, quand on parle de FC, on parle d'une trajectoire parce que il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser dans l'ordre et en maintenant un certain niveau de motivation du début à la fin pour aboutir. Il faut se dire finalement quelle limite économique de mon modèle actuel je dois dépasser, quels problèmes je rencontre aujourd'hui. C'est pour ça que on vous a demandé de répondre à quelques questions quand vous vous êtes inscrit pour le webinaire parce que ce sont typiquement des questions auxquelles on peut répondre ou qu'on peut surmonter avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc une fois qu'on sait quels problèmes on rencontre aujourd'hui, on va se demander finalement à quoi sert vraiment le produit ou le service ou les produits ou les services que l'on délivre, quels bénéfices nos clients en retirent-ils, quels sont leurs impacts positifs, mais même aussi leurs impacts négatifs, parce qu'on peut aussi générer des impacts négatifs avec nos produits ou nos services, et comment on peut transformer ces impacts négatifs en impacts positifs en retravaillant finalement la manière de dérouler l'offre. Et puis, comment on peut élargir sa proposition de valeur à plus que simplement le produit ou le service. Tout ça, ce sont des chaînons, des étapes d'un processus. Et puis, une fois qu'on travaille sur ces questions-là, on va se dire finalement quelles sont les ressources stratégiques de mon activité. Est-ce que ces ressources stratégiques, ce sont seulement des ressources physiques, matérielles? Est-ce que ce sont seulement des machines? Est-ce que ce sont seulement des brevets? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des ressources
au sein de mes équipes des ressources en termes de compétences que j'ai du mal à valoriser? Est-ce que je n'ai pas aussi des ressources dans mon environnement proche, par exemple, des partenariats stratégiques avec des fournisseurs ou des prescripteurs que je valorise mal aussi et que je pourrais encore plus ancrer dans la durée? Et puis, comment je peux activer et développer ces ressources stratégiques? Comment je peux coopérer plus, mieux? Avec quelles nouvelles parties prenantes? C'est comme ça qu'on les appelle, en gros, quels nouveaux partenaires? Et puis, au bout de tout ça, eh ben, on se dit, je vais faire émerger une nouvelle offre qui tient compte de toutes mes réflexions. Mais pour la faire émerger, je vais l'expérimenter. Je vais pas annuler tout ce que j'ai fait jusque-là. Je vais prendre un client, une structure avec laquelle je vais expérimenter cette nouvelle offre et je vais progressivement ajuster les choses pour que ça finisse par devenir une offre pérenne et qui convienne à tous. Et une fois que ça c'est fait, je contractualise et je déploie. C'est un peu ça la trajectoire de l'EFC. Et tout au long de cette trajectoire, on va travailler aussi sur la raison d'être de votre activité. Finalement, qu'est-ce qu'il fait que vos clients, vos usagers, vos bénéficiaires s'adressent à vous plutôt qu'à une autre structure qui fait la même chose que vous? À quelles attentes profondes de vos bénéficiaires vous répondez de telle manière que on fasse appel à vous et pas à celui qui est à côté de vous? Cette raison d'être, parfois, elle est facile à trouver, parfois, elle est plus longue à trouver et elle est toujours très intéressante, en tout cas, à faire émerger parce qu'elle va piloter aussi quelque part la mise en œuvre de votre démarche d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, au fond, on n'est pas sur un mode d'emploi avec une baguette magique où on dit: «Youpla, du jour au lendemain, je passe à autre chose». On est sur une appropriation progressive de cette trajectoire et c'est pour ça qu'on vous propose un parcours, qui va vous mener sur les premières marches de l'escalier. Parce que c'est une sortie de sa zone de confort, hein, clairement. Il faut faire appel à de nouvelles manières de monétiser l'offre et de nouveaux financements. Il faut redistribuer autrement la valeur de notre offre et le faire comprendre à nos clients et à nos parties prenantes, voire à nos banquiers, voire à nos actionnaires. Ça prend du temps. C'est une démarche dans laquelle on va, beaucoup tenter, expérimenter, ajuster, puis réexpérimenter, puis re-ajuster. On va faire des itérations régulières autour d'un premier sujet. On va creuser, on va affiner, on va travailler différemment avec les partenaires. Et dès qu'on travaille en coopération, alors ça ancre la relation dans la durée, mais au départ, ça prend plus de temps. Parce que travailler en coopération avec l'autre, c'est l'écouter. C'est lui demander de dire vraiment quels sont ses enjeux à lui. Et c'est sortir de la relation client-fournisseur classique où il y en a un qui donne son produit et l'autre qui donne son argent. Et donc, ça prend plus de temps. C'est une écoute de toutes les parties prenantes et un partage de la responsabilité qui se fait différemment quand on rentre dans cette trajectoire. Et puis, il faut trouver les premiers clients avec qui on va expérimenter le sujet. Donc, tout ça fait que progressivement, on chemine et on finit par aboutir à quelque chose de formidable. Et les entreprises qui aboutissent à ça, elles peuvent tout à fait conserver en parallèle un modèle économique classique et un modèle économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est souvent que les entreprises font cohabiter finalement 2 modèles. Je pense à une entreprise qui s'appelle Odyssey Environnement, qui fabrique des produits de traitement de l'eau, qu'on met dans les circuits d'eau industriels, par exemple. Alors, elle a encore une offre de produits chimiques où elle vend ses produits au kilo, mais elle a développé aussi une offre où elle prend en compte le besoin final de l'industriel qui est d'avoir une qualité d'eau parfaite, correspondant à ses attentes, au bon moment et dans les bons volumes. Et donc, à ce titre-là, certes, elle vend encore son produit chimique, mais elle vend aussi tout le service qui va autour, parce que finalement, son livrable, son produit de sortie à elle, c'est: je vous garantis la qualité d'eau que vous attendez. Ça passe par la vente de mes produits, mais pas que. Je m'associe avec d'autres pour vous proposer ce service tout compris. Donc finalement, quand on parle d'EFC, on parle de quelque chose qui génère de l'innovation, mais de l'innovation produit, de l'innovation service, mais de l'innovation aussi globale, en appui d'une stratégie d'entreprise. C'est une démarche qui va aussi, valoriser vos ressources immatérielles, leur redonner une valeur, même si elles ne sont pas inscrites à l'actif de votre entreprise, mais qui va leur redonner une valeur, y compris une valeur de marché. C'est une réponse qu'on
pourrait qualifier de réponse systémique aux limites actuelles des entreprises, même si bien entendu ce n'est pas la seule. Et il y a plein d'autres manières d'aller aujourd'hui prendre en compte dans un modèle d'entreprise les sujets de l'environnement, du mieux-être social et de la responsabilité sociétale, évidemment. Mais ce modèle-là en est un que l'on peut travailler parmi les autres. Alors là, je vais donner la main à peut-être à Romain pour commencer à parler du parcours, si tu veux, Romain. Oui, tout à fait. Donc, cette année, il va y avoir 2 parcours, un parcours nord, un parcours sud. Donc, les dates sont déjà figées. Vous pourrez les trouver dans les différentes coms qui ont été faites. Je pense qu'on peut passer sur cette slide. Oui, à moins qu'il y ait des questions, mais À moins qu'il y ait des questions, ouais, voilà. on vous enverra les slides après, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, Euh, ça va s'établir sur un peu plus de 4 mois pour chacun des parcours. Donc voilà, les dates sont figées ici. Le parcours court, alors déjà le parcours long, c'est entre 12 et 15 mois, avec énormément de temps d'interaction avec les accompagnants qui sont Athémis et Picaya. Nous, ce qu'on propose ici sur le parcours court, c'est plus une approche bac à sable. On va utiliser différents outils, différentes méthodes qui vont préparer, vous faire réfléchir sur les points clés, les points charnières qui ont vocation à évoluer. Alors, vers de l'économie de fonctionnalité et de la coopération, c'est une piste, mais vers d'autres choses qui sont peut-être moins exigeantes au niveau de la transformation. Donc, sur le premier jour, on va rentrer plutôt par une porte, se poser la question du modèle de développement de votre organisation dans le cadre contraint, autrement dit, dans le cadre, ce qui a été dit, hein, des ressources limitées, toutes les problématiques de durabilité. Donc, il y a des dimensions humaines, il y a des dimensions environnementales, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions d'intégration territoriale. On va passer en revue toutes ces dimensions-là pour essayer de faire émerger, alors c'est vous qui travaillez, hein, bien évidemment, mais pour vous aider à formaliser la mission de votre entreprise. Donc chaque organisation, ouais, chaque organisation aura des préférences différentes entre les dimensions avec lesquelles on va travailler, qu'elles soient économiques, environnementales, sociales, etc. Et l'idée, c'est avec un même outil, chacun va mettre en place ses préférences et définir quelle est son utilité, quelle est la fonction de son entreprise et par extension, quelle offre cette organisation va proposer à ses différentes parties prenantes. Le deuxième jour, on est centré plutôt sur les impacts. On va lier les parties prenantes. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà travaillé sur des cartographies des parties prenantes. Mais là, du coup, on va utiliser des outils dédiés qui sont issus de l'éco-innovation. Pour répondre, Valentine, c'est Picaya, le deuxième, mais c'est sur le parcours long. On vous en parlera tout à l'heure du parcours long, si vous le souhaitez. Ouais, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, le deuxième jour, on se pose la question de qui sont les parties prenantes, comment on crée ou on détruit de la valeur pour chacune des parties prenantes. Et ensuite, une fois que le constat est fait, comment est-ce qu'on peut engager avec ces parties prenantes pour une nouvelle proposition de valeur. Donc, qui peut être vers de la vente de performance ou, encore une fois, vers d'autres types de changements de modèle. Le jour 3, on est justement vraiment focalisé sur la coopération. Quels sont les acteurs clés, quelles sont les ressources clés qui vont m'apporter? Là, en termes de ressources, on va parler des ressources matérielles, donc de l'outillage, de la matière, mais aussi des ressources immatérielles, de la connaissance, du réseau, ou des ressources territoriales qui peuvent être par exemple des collectivités qui peuvent venir en appui ou qui viennent extrêmement régulièrement en appui. Par des fonds publics, par de l'aide, typiquement l'ADI ou la CRES sont des exemples de ces ressources qui viennent en aide. Et le dernier jour, donc le jour 4, c'est vraiment, donc il y a un fil conducteur, hein, bien évidemment, et l'issue en fait de ces 4 jours de formation, c'est d'imaginer une feuille de route. Donc ce sera évidemment quelque chose de
de très simple pour commencer, sachant que, comme Aline l'a dit, il y a forcément beaucoup d'itérations qui doivent être faites. Mais l'idée, c'est en 4 jours de passer sur plein d'outils différents. Donc, c'est vraiment sur votre activité que ça va être déployé. Dans le cadre d'exercices pratiques, donc il y aura des apports théoriques, l'utilisation d'outils, et ça a vocation derrière, si les outils vous intéressent et vous semblent pertinents, à être déployés chez vous avec vos parties prenantes en interne. Donc voilà, le but de ces 4 jours de formation, c'est de défricher beaucoup de concepts qui seront repris ensuite dans le parcours long. Ça peut être utilisé tout ou partie. Donc, il y a des éléments qui peuvent vous servir. Simplement une cartographie de vos parties prenantes, savoir ce que vous apportez à chacun, c'est quelque chose qui peut vous intéresser en dehors de l'économie de fonctionnalité de la coopération, mais qui a un enjeu central pour l'économie de fonctionnalité de la coopération. Donc, même si vous ne changez pas de modèle du sol au plafond à la fin de l'accompagnement, il y a beaucoup d'éléments qui vous serviront pour votre activité au quotidien. Donc, ça a de l'intérêt à plusieurs niveaux de lecture. Oui, voilà, c'est ce qui a été un peu dit là. Et je te laisse terminer sur la feuille de route, c'est passé vite la dernière. Oui, c'est moi qui ai fait une petite fausse manœuvre. Oui, vous voyez toujours mes slides? Ouais. Oui. Oui, merci beaucoup Romain. Oui, c'est vraiment ça. Alors, Romain parlait du parcours long et du parcours court. Vous devez vous dire, mais de quoi il nous parle? C'est quoi ces parcours longs et courts? Et ben, en fait, ces 2 parcours font partie, comme je vous le disais en tout début de webinaire, de la feuille de route Nouvelle-Aquitaine 2022-2023, qui est cofinancée par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, et qui vise finalement par différents moyens, à diffuser finalement le sujet de l'EFC un peu dans toutes les structures et en emmener un certain nombre vers à minima du questionnement, voire de la mise en œuvre du modèle. Donc ça va passer par différentes choses, de la sensibilisation au travers d'ateliers de travail, de tables rondes, de webinaires, enfin ça, on va le construire au fur et à mesure. Ça va passer aussi par la mise en œuvre de 2 parcours, donc le parcours d'accompagnement, d'acculturation dont on vous parle aujourd'hui, qui commence en octobre et qui finit en février 2023. Je suis complètement d'accord, il y avait un bug sur le slide, la slide avant. C'est bien octobre 2022 jusqu'à février 2023. Et puis, on a effectivement lancé en mai dernier un parcours de 12 mois qui est un parcours d'accompagnement au changement, où là, on va effectivement retravailler tous les leviers de l'EFC, mais dans un temps plus long et dans le cadre d'une promotion Nouvelle-Aquitaine. Là, ce n'est pas une promotion sud, une promotion nord, c'est 10 dirigeants qui font partie de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont soit des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, soit des acteurs de l'économie traditionnelle. Enfin, ça va d'une clinique privée de 250 salariés à une structure de services externalisés qui fournit du travail à des personnes handicapés, en passant par un concepteur de machines agricoles et un autre qui fait du déploiement de tentes, enfin d'abris textiles pour l'armée française. Donc vraiment, tous les, qu'on soit de service ou de production, qu'on soit petit ou grand, l'EFC peut convenir. Simplement, nous, on a une limite, c'est qu'on va emmener dans nos parcours des structures avec une certaine maturité pour que les dirigeants qui seront là ou les encadrants qui seront là puissent quand même avoir eu le temps de questionner une première fois leur modèle économique. On ne prendra pas une start-up, par exemple, parce que là, ça correspond à un autre type d'accompagnement qu'on n'est pas prêt à délivrer pour le moment. Le reste de la feuille de route, c'est de mobiliser des réseaux régionaux qui sont les prescripteurs naturels de cette feuille de route, et puis aussi de parler à d'autres types d'acteurs qui sont autour de nous, qui sont autour des entreprises, qu'elles soient ESS ou pas. Ce sont les collectivités, parce que comment lancer une offre type EFC vers des acteurs publics si les acteurs publics eux-mêmes ne sont pas capables de délivrer des appels d'offres qui correspondent à cette notion de EFC. Si eux-mêmes n'adaptent pas leurs appels d'offres, leur marché public à ce que les entreprises sont désormais capables de délivrer en matière de vente, de performance d'usage, vous aurez beau avoir développé une super offre, avec les acteurs publics, vous n'arriverez pas à contractualiser. Donc, il faut sensibiliser ces collectivités et notamment leurs responsables, leurs directeurs achats.
On va aussi sensibiliser, parce que c'est important de prendre finalement les choses à la racine. On va aussi sensibiliser les établissements d'enseignement supérieur, parce que si on entend parler de modèles économiques plus durables, plus responsables, plus vertueux dès le moment où on se forme à notre futur métier, il sera plus facile après qu'on le mette en œuvre dans notre vie professionnelle. Et puis, au bout du compte, si tout va bien et que tout ça a trouvé de l'écho auprès de suffisamment de structures, on aimerait, comme dans d'autres régions de France, monter un club EFC Nouvelle-Aquitaine qui vous permettra de vous maintenir dans une dynamique de réflexion, d'action, de progrès sur le sujet de l'EFC, parce que l'EFC, c'est quelque chose qu'il faut entretenir tous les jours. C'est un chemin qui prend du temps et c'est un chemin sur lequel, au cours duquel la rencontre avec d'autres personnes, d'autres tiers est super importante et super inspirante pour soi-même arriver à faire le pas de côté. Donc ce club nous semble être un super bel espace de dialogue entre vous peut-être demain et d'autres structures qui progressivement vont venir s'y rajouter. Et donc pour le parcours long, il est animé par 2 autres structures que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Atemis et Picaya. Leurs noms sont en bas du slide. Ce sont finalement 2 structures qui sont expertes en matière d'économie de la fonctionnalité et de la coopération et qui interviennent en binôme auprès de notre promotion de 10 dirigeants depuis mai dernier et jusqu'à juin prochain. Alors là, les parcours de 4 jours que l'on vous propose sont sans reste à charge pour vous. Ça fait partie de ce que la région et l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine veulent vous proposer, vous offrir pour vous amener à ce questionnement-là. Le parcours long, lui, qui sera réitéré en mai 2023, contient un reste à charge, mais qu'on peut gérer avec des budgets formation. Enfin, c'est ce qu'on a fait cette année en tout cas. Et là maintenant, je vous propose de répondre à vos questions si vous en avez. Je vais donc cesser le partage du slide pour vous voir parce que je vous voyais vraiment plus. Voilà, là je vous revois à nouveau. Et y a-t-il déjà des questions dans la conversation auxquelles on pourrait répondre? Ouh là, plein de choses. Alors Pierre-Gilles, tu avais donné de l'information sur Areco, très bien. On parle de 2023 pour janvier-février, tout à fait. Les intervenants sont Atemis et Picaya, oui, et je vous communiquerai les slides, on vous les enverra à tous ceux qui étaient là, donc vous pourrez comme ça retrouver un peu vos petits dans tout ce qui a été mis. Peut-être juste, Aline, je voudrais Oui, dire un mot en vas-y. plus, s'il te plaît, parce Oui, que du coup, ce parcours, il a été pensé, tu l'as dit en intro, pour oui, les oui, acteurs de l'ESS. Et du coup, dans oui, les exemples qui sont donnés, je ne suis pas sûre qu'on retrouve beaucoup ça. tout à fait. Vas-y, Voilà, donne donc, et qu'il y a quand même pas mal de structures ESS qui se font là. Donc, voilà. Juste avec pour dire qu'en plaisir. fait, dans les enjeux, alors on pourra d'ailleurs, on recommuniquera d'ici là là-dessus, mais je l'ai dit un peu en introduction, mais c'est vrai qu'on a dans les exemples qui peuvent exister aujourd'hui dans l'ESS, mais je sais que pendant le parcours, ce sera évoqué aussi Bien sûr. parce qu'on l'a pensé comme ça. On est aussi sur des enjeux, et tu l'as dit un peu, mais de redirection écologique. Alors, c'est vrai que la Oui, vitrine réfrigérée, ça me percute un peu quand même. Mais voilà, du coup, c'est bien de se dire aussi comment je repense la façon dont je développe mon activité au regard des grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, sociétaux, écologiques, et puis avec une autre manière, parce que du coup, c'est notre, je l'ai dit en intro, mais je le redis là, peut-être en faisant ensemble, en ayant aussi d'autres manières de penser la gouvernance de nos structures, d'être plus dans de la coopération, dans le collectif, etc. Donc, c'est bien aussi qu'on rajoute qu'on n'est pas que dans la performance d'usage vraiment tout au à fait. sens client, Oui, oui, mais oui. aussi comment on réinterroge nos pratiques en interne. Et c'est ce Mm. qu'on veut nous emmener côté CRES, en tout cas dans la réflexion auprès de ces entreprises ESS ou conventionnelles d'ailleurs, pour qu'elles fassent évoluer aussi leurs pratiques dans ce sens. Je crois qu'on a un bel exemple Complètement. dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est l'association AIMA dans le Pays Basque et Béarn, Ouais. qui développe une offre sur les dispositifs d'aide médicale pour les personnes âgées. Et donc, plutôt que d'acheter ces produits-là, c'est de pouvoir les louer quand on en a besoin, quand le moment arrive. Et donc, ils ont développé une structure, justement, et ça, c'est l'ESS. Et on est Ouais. aussi sur l'économie de la fonctionnalité et la Ouais. coopération.
Très bon exemple. Bon, j'ai cité Cities. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire ce qui a été présenté là, c'est aussi, et d'ailleurs c'est un très bon exemple que vous venez de citer, c'est aussi de montrer que ça s'applique très bien aussi à la notion de service à l'usager et du coup aussi dans le médical. J'ai vu qu'il y avait quelques structures aussi qui étaient présentes. Enfin, voilà, c'est vraiment applicable à tout type de structure. Même dans la façon dont on envisage sa relation avec son bénéficiaire, son usager ou son client. Et pour haricots, on peut en reparler si vous voulez, je vous expliquerai un peu plus l'intérêt et le bénéfice de vendre des légumes sans les gaspiller plutôt que de la viande, par exemple, pour l'environnement. Oui, Là, mais là, peut-être que évidemment, la non-vitrine non réfrigérée serait peut-être une innovation finalement. en tout cas, là, on est forcément sur un webinaire qui nous oblige à énormément simplifier, synthétiser, c'est sûr. Et comme on n'est pas sur un sujet sur lequel il y a un mode d'emploi qu'on absorbe en 3 jours et après on applique, forcément, là, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été suffisamment soulignées et merci Mélanie d'avoir complété. Mais évidemment, les intentions que tu affichais sont bien celles du parcours, hein. C'est ça l'avantage de l'EFC, c'est que finalement, l'ensemble de ces contraintes on peut les prendre en compte dans un même modèle. Mais c'est aussi pour ça que ça prend du temps de le construire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder et que ça finit par faire bouger un peu l'ensemble des composantes du modèle économique. Mais y a-t-il d'autres questions? Ouais, j'ai une question. Oui. C'est Erwin de la société Kinat. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Une question en fait sur le sujet. Est-ce que dans ce parcours-là, il y a un petit sujet d'accompagnement au changement? Parce qu'évidemment, on casse un peu les codes RH, commerciaux de la relation client-fournisseur. Mais est-ce que il y a une petite approche, une petite sensibilisation sur l'accompagnement au changement pour les collaborateurs, pour les équipes commerciales? Tu veux répondre, Romain? Ouais, sur le parcours court, on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail. On passe par les immatériels, donc c'est une extension des systèmes de gestion traditionnels qui peut servir, enfin dans les discussions forcément on va passer par là, qui peut servir à la conduite du changement, mais c'est pas un sujet en tant que tel parce que c'est un gros sujet. Par Ah contre, oui, tout à fait. sur le parcours long, définitivement, c'est ça le but aussi du parcours long, c'est que bah, il y a de l'accompagnement dans la durée. Là, Ok. sur les 4 jours, enfin, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt en version bac à sable. On va toucher des sujets, on va toucher des outils qui peuvent permettre la réflexion, la transposition dans la structure, mais l'accompagnement sur la durée, on ne peut pas le faire en 4 séances. Par contre, si le parcours de 4 jours déclenche quelque chose de fort et donne vraiment envie de s'engager, il y a plusieurs possibilités pour que la structure en question puisse être accompagnée. Soit elle se dit, bon, bah, l'édition 2023 du parcours de 12 mois va commencer bientôt. Bah, je m'y inscris et je poursuis ma route comme ça. Et donc, elle sera à nouveau dans une promotion avec des dirigeants et d'autres intervenants que sont Athémis et Picaya. Et le but là, c'est de davantage mettre en œuvre, hein, les choses. Soit elle se dit: «Mais non, mais moi je préfère un accompagnement plutôt, individuel», et là on peut aussi trouver, des manières de vous accompagner, via un accompagnement individuel à l'EFC qui prendra autant de temps, mais qui sera vraiment uniquement, dédié à vous, quoi. Enfin voilà. Le côté collectif est intéressant aussi justement pour se rassurer à certains moments quand on se dit: mais je vais pas y arriver», ou aussi quand on se dit: «Mais, mes limites, mais les problèmes que je rencontre, c'est important que je sache que les autres les rencontrent aussi et que peut-être à plusieurs, on peut trouver la solution». Il y a énormément, en tout cas dans le parcours long et même dans le parcours court, il y a beaucoup de ce que le gros mot, il y a beaucoup de réflexivité, enfin, il y a beaucoup d'interactions entre les gens qui construisent aussi collectivement des réponses à des questions que tout le monde se pose dans la promotion. Mais il y aura moyen de vous accompagner sur le long terme, hein, pas de problème. Merci. OK, on est à 12h53. Les gens ont faim peut-être? Il doit y avoir de ça, oui, peut-être. Alors, est-ce qu'un dispositif d'accompagnement sur l'économie circulaire est prévu? Beh,
En fait, quand on voit que l'économie circulaire, c'est un ensemble de sujets, hein, si je reviens, vous savez, au slide que j'ai présenté au départ et que vous connaissez, je pense, Monsieur Huet, tout à fait bien, à l'intérieur de l'économie circulaire, il y a différentes choses. Et donc, finalement, il y a plein de choses qui vont se rattacher à l'économie circulaire. Quand vous voyez le programme BICOM, qui est un programme d'accompagnement à l'éco-conception, qui est piloté par Soltena, le pôle de compétitivité économie circulaire de Nouvelle-Aquitaine, c'est déjà un accompagnement à l'économie circulaire, mais qui est vraiment ciblé éco-conception. Quand vous voyez la feuille de route zéro plastique de la région, qui a été sortie là, il y a peu de temps, c'est aussi une manière d'entrer dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un seul accompagnement économie circulaire, mais il y en a plusieurs. Et mais si vous voulez, on peut éventuellement en reparler, de voir l'ensemble des choses qui pourraient vous intéresser dans les accompagnements régionaux. Il y avait même un appel à projet sur la biodiversité, qui est encore en cours d'ailleurs, qui visait à aider les structures qui ont un environnement de leur site dans lequel on peut travailler sur le sujet de la biodiversité, qui visait à financer des modalités de mise en biodiversité de leur site, par exemple. Donc voilà, l'économie circulaire, il y a plein de choses. Oui, alors je vois Isabelle Garot qui lève la main et après je répondrai à Virginie Charon. Oui, juste en complément sur l'accompagnement à l'économie circulaire. Donc, effectivement, Oui. au niveau de l'agence, on est en train de lancer une nouvelle offre justement pour accompagner les entreprises vers des modèles économiques plus responsables en utilisant les différents leviers de l'économie circulaire, donc notamment qu'Aline a présenté en début de schéma. Donc, avec le levier économie à fonctionnalité, éco-conception, recyclage, réparation, etc. Donc, si c'est une réflexion un peu plus globale sur l'évolution de votre modèle économique vers un modèle plus vertueux, plus responsable. Ça, c'est une offre qu'on est en train de lancer. Ça y est, elle est toute prête. On commence à communiquer dessus. Donc, c'est pour ça que j'en profite, du coup. Voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter. J'ai vu que c'était à Adam, donc bon, c'est du côté de Bordeaux. Il faudra voir peut-être avec nos collègues sur Bordeaux. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse. Voilà, merci. Peut-être moi pour répondre à la question Oui. sur Oui. territoire zéro chômeur de longue durée et du coup les entreprises à but d'emploi. Je n'ai pas d'exemple là en tête de ce type de projet qui porte une démarche EFC, mais je sais qu'en tout cas dans le développement des EBE, il peut y avoir la recherche de nouveaux services un peu émergents qui ne sont pas encore qui n'existent pas encore et qui vont répondre surtout à un besoin spécifique d'une collectivité ou d'un territoire. Je ne sais pas si peut-être Romain et Mélanie, sur ce point-là, vous avez des exemples de territoire zéro chômeur et de BE en EFC. J'ai pas d'exemple de BE. Ouais, vas-y Romain, je compléterai après si tu veux. Pardon, ouais, pour moi, on est déjà dans de l'économie de la performance, en fait, sur ces démarches-là. Nous, on a pu travailler avec... alors, ils n'ont pas été labellisés territoire zéro chômeur de longue durée, mais avec Cœur de Savoie qui avait postulé à la première vague. Et en fait, on est déjà dans de l'économie de la performance dans le sens où, et on peut qualifier ça peut-être d'économie de la coopération, pas forcément sur la fonctionnalité, mais ils sont allés chercher des endroits dans l'économie où il y avait pas de service rendu. Donc là, on est vraiment sur l'utilité, le service rendu. En Cœur de Savoie, ça a pris le format de l'entretien de murs en pierre sèche pour les chemins de randonnée. Donc, et on peut, alors ça n'a pas été vendu comme ça, hein, mais on peut qualifier ça enfin, ils auraient pu qualifier ça par le service rendu, autrement dit, avoir des chemins de randonnée praticables, entretenus, avec le maintien d'un savoir-faire traditionnel, etc., etc. Donc, dans ces établissements-là, la démarche, dans ces démarches-là, on est déjà, pour moi, dans de l'économie de la performance. Peu importe les métiers qui vont être mis en œuvre, le but final, c'est l'emploi ou la réinsertion, l'insertion. Donc, on est déjà dans de l'économie de la performance et le pas pour trouver après des activités qui soient en lien avec de l'économie de fonctionnalité et pas forcément gigantesque. Voilà. Il y a des exemples sur l'entretien d'espaces verts, des choses comme ça. Il y a pas mal d'exemples qui peuvent exister. Ouais.
Ouais, du coup, ouais, peut-être juste pour aller dans ton sens, Romain. Alors, effectivement, moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais d'ailleurs, ça vaudrait peut-être le coup qu'on pose la question aux quelques territoires zéro chômeur qu'on connaît, parce que peut-être que ils en font sans nous l'avoir dit. Pour autant, ça me paraît tout à fait adapté. Au contraire, on est déjà sur les démarches territoire zéro chômeur, sur des enjeux de coopération, justement de réflexion autour des enjeux d'usage, etc. Donc, après, juste se pose la question par rapport à votre message de ce que tu évoquais, Aline, du niveau de maturité quand on rentre dans le parcours. Une BE pas créée, une démarche émergente, c'est peut-être un peu tôt, mais ça ne veut pas dire que c'est pas adapté, Tout à fait. peut-être pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, quoi. En tout cas, ou alors il faudrait imaginer plutôt alors peut-être que le parcours court peut y répondre, j'ai pas la réponse là, mais un module qui donne juste les bases pour qu'on pense on pense ces questions-là dès l'amorçage, dès le démarrage, etc. Mais c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. C'est une demande que les différentes technopoles du Nord, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, nous ont fait pour leurs startups qui sont pas forcément ESS, mais qui sont en démarrage, et certaines le sont, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore ce parcours-là qui serait le parcours d'amorçage pré-lancement. Maintenant, il faut comprendre qu'on est sur donc la toute première feuille de route Nouvelle-Aquitaine sur le sujet de l'EFC. Donc, on va mettre en œuvre plein de pistes et certaines seront tout de suite intéressantes et impactantes pour vous, pour les communautés de Nouvelle-Aquitaine. D'autres, peut-être, vous nous ferez des retours en disant ça, on aurait plutôt vu que ça se passe comme ça, ou tiens, là, j'avais un besoin, mais là, vous proposez pas quelque chose qui fasse à ce besoin. Nous, on reste à votre écoute parce que la feuille de route, elle va s'enrichir de toutes les demandes que vous allez nous faire et on est en mesure de la faire évoluer même en cours de route. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours en passant par la CRES, Mélanie ou tous ses collègues, par Eben, par Romain et Apesa, ou par voilà, toutes les personnes dont vous savez qu'elles peuvent arriver à nous au bout du compte. N'hésitez pas à nous faire ces retours parce que ça peut nous être utile. Merde. D'accord. Je vois des tas de gens, donc des gens qui vont déjeuner, c'est normal, des gens qui disent merci, c'est à nous de vous dire merci, d'avoir pris du temps pour vous intéresser au sujet. Le lien sur la redirection écologique ne marche pas, c'est ça que tu dis, Isabelle? Oui, alors en fait, je l'ai écrit rapidement dans le chat, mais alors il ne marche pas quand on clique sur le bouton vert au début de la page. Par contre, un peu plus bas, il y a de nouveau un lien pour télécharger et là, ça marche. D'accord. Et je le mets, à la limite, je mets le lien avec le PDF comme ça. Ok. C'est gentil, merci. Qui veulent le télécharger. Et en même temps, j'ai fait une alerte à la com chez vous. Ah, d'accord. Merci du retour, du coup. Mais on vous remercie tous, de vraiment collectivement de votre parce que l'EFC, ça se diffuse de manière collective à des groupes de personnes, mais ça se construit aussi de manière collective, sinon c'est pas de l'EFC. Et donc on vous remercie tous collectivement de votre présence, de votre attention, de vos retours ensuite. N'hésitez pas à nous écrire, à nous reposer des questions. Certains d'entre vous se sont déjà inscrits dans les parcours soit Nord, soit Sud et on vous a confirmé votre participation. À très vite donc pour cela et peut-être à bientôt aussi pour les autres. Au revoir et bonne fin de journée et excellent week-end. Au revoir, Bonne merci. journée. Au revoir. On déconnecte Maëlys, elle a dû partir manger. Tu as arrêté l'enregistrement? Attends. Ah non, pas encore. Comment on fait? Alors, arrêter l'enregistrement. Super.